Bonsoir et bienvenue à tous. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé, leader nationaliste camerounais, est assassiné à Boumiébel par l'armée coloniale française, à l'occasion de la commémoration de la disparition de cette figure emblématique de l'histoire du Cameroun et d'autres martyrs de l'indépendance de notre pays. Nous nous proposons ce soir, dans le cadre de cette émission, de revisiter leur trajectoire, leur parcours, leur discours, pour remettre au goût du jour la manière dont ils concevaient l'État, la nation. Quelles solutions ils envisageaient face aux grandes questions nationales telles que la citoyenneté, l'unité nationale, la souveraineté, l'amélioration du cadre de vie des populations, entre autres. Aujourd'hui, où ces préoccupations sont plus que jamais d'actualité, dans quelle mesure leur vision, leur philosophie peuvent être des sources d'inspiration pour les gouvernants et les leaders d'aujourd'hui? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 débat. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237, le débat ce soir, professeur Emmanuel Tchimchoua, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de venir discuter avec vous et avec mes co-panélistes sur notre vie, sur notre histoire et sur la nation. Merci donc d'être là. Vous êtes enseignant d'histoire, vous êtes historien et spécialiste d'histoire politique du Cameroun. Sur ce plateau également ce soir, sur cette thématique, Henri Tekwe, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là aussi. Voilà. Henri Tekwe, vous êtes senior journaliste, vous êtes UPCiste dans l'âme, j'ai failli le dire, et il faut également le préciser, prix du courage féminin en 2012. Oui, voilà. 2011. Oui. Pour me limiter à cela, parce que j'aurais pu... Merci Henri Tekwe d'être venu sur le plateau de 237 de débat. Professeur Yingem Moyo, bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être là. Et merci d'avoir fait le déplacement. Oui, c'était nécessaire lorsqu'on est invité par un ami. Voilà, merci professeur Yinga Moyo d'être venu sur ce plateau. Vous êtes homme politique, président national du mouvement citoyen de MOSI, mais surtout j'aime vous présenter comme nationaliste, panafricaniste, parce que vous êtes très intéressé par les questions mémorielles. C'est cela. Voilà. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Docteur Philémon Oubeke, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. J'aime bien vous présenter sur la bannière d'Afrique à venir du prince Kouma de Métroa. Oui, ça ne me pose pas de problème, voilà. Ça me va très bien. Ok. Mais il faut rappeler que vous êtes juriste. Oui. Mais vous vous intéressez beaucoup aux questions d'histoire. Oui, aux questions d'histoire et surtout aux questions de mémoire. Ouais. Et l'histoire étant entendue comme la science du devenir des peuples. Ouais. C'est-à-dire ce qui dans le devenir des peuples est digne de mémoire, digne d'être transmis. Ok. Dans les deux se tiennent. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, je voudrais qu'on pose les balises, professeur Tchimchoua, en nous mettant peut-être d'accord sur le conducteur de cette émission. On est en train de commémorer des nationalistes, la disparition des nationalistes. Nous avons organisé déjà quelques émissions là-dessus. Et à l'occasion de cette commémoration, on se demande si, en regardant dans la trajectoire historique, dans les actes, les comportements, les faits de ces leaders nationalistes, il est possible de trouver des éléments qui nous permettent de répondre à certaines préoccupations de l'heure. Est-ce que c'est exagéré de dire que certaines des questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui sont des problèmes qui se posaient déjà au moment où ces nationalistes-là se battaient pour le devenir de notre nation? Je voudrais Duval répondre. D'abord, la première chose, c'est sur la commémoration. Oui. Je dis que quelques Camerounais commémorent, n'est-ce pas, l'assassinat de Oumniobé, oui, mais pas l'État du Cameroun. Il faut d'abord commencer par là, c'est-à-dire que je n'ai pas vu une célébration officielle, je n'ai pas vu un discours officiel, je n'ai pas vu une prise de position officielle. Donc il y a quelques personnes, peut-être quelques membres du parti politique qui commémorent
l'assassinat de Oumniobé. Donc c'est là le hiatus. C'est-à-dire qu'il y a dans ce pays un problème entre notre histoire et le vécu politique contemporain. Et pour moi, c'est le premier problème, c'est là. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à faire une injonction entre nous, le passé, qu'il ait été glorieux ou pas glorieux, et le présent. Mais de votre point de vue, ça peut être lié à quoi? Avant de poursuivre, peut-être c'est très long, parce que nous sortons d'une longue amnésie officielle organisée autour de la lutte pour l'indépendance et la réunification de ce pays. Nous vivons dans un pays amnésique. Et nous sommes là le fruit de cette amnésie organisée. Vous savez qu'il y avait une loi qui disait que si tu dis un mot, même si c'est vrai, et que ça menace, on te mettait en prison. La conséquence est des noms qui étaient tabous. Oumniobé était tabou, par exemple. Et Moumi était tabou. Et je vous donne un exemple. En 61, le ministre publie un livre. On venait d'être indépendant, et le ministre Ekwabi Wane demande de réécrire dans l'histoire du Cameroun. Il peut bien petit fascicule pour l'école primaire, dans lequel il parle de Oumniobé et d'autres. 2 semaines après, le livre est retiré des rayons. Ça signifie donc nous vivons dans un... Si nous mettons pas le commentaire pour ne pas comprendre, dans une situation d'amnésie organisée. Ça, c'est la première chose que je voulais donc dire. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que les enjeux du présent, c'est dans le monde. Le panafricanisme, c'est un enjeu, non? La souveraineté, c'est un enjeu. L'identité nationale, c'est un enjeu. Tous ces problèmes ont été posés, peut-être pas bien posés ou mal posés, mais ont déjà été posés par des personnes. Donc, nous ne sommes pas en train de vanter la roue. Et donc, ces personnes ont posé des problèmes qui sont nos problèmes contemporains. Aujourd'hui, le problème de la nord-ouest de l'ouest, la réunification, c'était un problème, ça a été posé. Le premier parti à le poser en 1948, c'est l'UPC. Donc, à mon avis, nous sommes aujourd'hui en train de récolter ce que nous avons sémé. Peut-être que si nous y avons pensé, même sans tout copier, si nous avons discuté, si nous avons essayé d'étayer d'élarguer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Donc, pour moi, les problèmes qu'ils ont posés sont des problèmes actuels. Et ce sont des enjeux de tout pays. Avant peut-être de la parole à Henriette Ekwe sur la question, je voudrais creuser davantage sur cette préoccupation que vous soulevez à l'entrée de cette émission sur cette amnésie générale, organisée, dites-vous, par l'État du Cameroun, en prenant comme élément le fait que la commémoration du roi Oumniobé était une affaire d'individus et de quelques membres de partis politiques. Mais on pourrait vous retorquer, professeur Emmanuel Tunchua, qu'en 1991, il y a eu une loi à l'Assemblée nationale réhabilitant ces figures emblématiques de l'histoire de notre pays. Mais cette loi aussi a des dispositions qui dit qu'on va faire des célébrations, qu'on va faire des routes, qu'on va faire ceci, qu'on va faire des rues. On n'a jamais fait. Donc cette loi n'a jamais été appliquée complètement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que prenons n'importe quel pays. Vous allez au Sénégal. On célèbre Senghor, on célèbre tous ces machins. Prenez la France, prenez tous les pays du monde, on célèbre les héros, on les trouve. Nous pouvons dire que... C'est des célébrations nationales. Oui, organisées, n'est-ce pas? Avec le droit d'inventer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut prendre l'histoire complètement, il faut avoir le droit d'inventer, mais il ne faut pas oublier un peuple amnésique, un peuple malade. Henriette Ekwe, peut-être avant de vous reposer la même question sur les questions qu'on observe dans l'espace public aujourd'hui et qui étaient déjà posées par ces leaders nationalistes-là. Le professeur Emmanuel Tunchua est venu sur la question de la commémoration et c'est peut-être une perche pour dire ce que vous avez eu comme sentiment en participant à cette cérémonie organisée à Badenkop où Martin Singap a été commémoré. Oui, c'est important de dire que, comme l'a dit le professeur Tunchua, il y a le récit politique de notre pays qui a été fracassé par la lutte pour l'indépendance. Et ce récit a été complètement broyé. Et c'est pour ça que, une fois que ça a été fait, et que l'armée française et l'administration coloniale avaient décidé de faire une politique de terre brûlée. C'est-à-dire les UPCistes sont dans les camps de concentration. Les UPCistes, on les précipite du haut des ponts, on les précipite dans les chutes, on fait des véritables charniers, on bombarde au napalm. Cette violence était vraiment une violence inouïe. La violence qui s'est abattue sur le peuple camerounais. Alors, il était important qu'on commence aussi à célébrer
les chefs militaires comme Singap Martin. Parce qu'on va dire que ces chefs militaires ont perdu. Parce qu'ils n'ont jamais reçu, parce que par rapport aux amis de l'Indochine et plus tard du Vietnam, ils avaient le soutien de la Russie, de l'Union soviétique, ils avaient le soutien de la Chine, donc ils avaient des armes. Mais les Camerounais étaient dans leur forêt, mais à main nue, fabriquant des armes, les forgerons à l'ouest, ou des machettes, ou alors posant des embuscades pour prendre des militaires et prendre leurs armes. C'est-à-dire qu'au fond, ces chefs militaires doivent aussi être célébrés. Parce que c'est grâce à leur ténacité, parce qu'on disait toujours, et ça c'était un des principes cardinaux de Singap Martin, c'est vaincre ou mourir, d'une part, et deuxièmement, il faut toujours être comme un poisson dans l'eau pour un combattant. Alors, être comme un poisson dans l'eau, ça veut dire que tu es dans un bocal, toi le poisson. Qu'est-ce que l'administration coloniale a fait? Il fallait absolument vider le bocal de l'eau. Donc, pour moi, ils ont participé à l'éclosion de notre Et il était important donc à l'occasion de cette commémoration-là qu'on revienne sur ces figures-là pour voir leur trajectoire, les célébrer et surtout peut-être mettre en exergue leur qualité qui peut peut-être inspirer la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Absolument. Je crois qu'une fois le président de la République a dit, sans trop y croire, à l'occasion d'un 10 février, c'est-à-dire la veille de la fête de la jeunesse, que les jeunes doivent s'inspirer de leurs aînés, qui étaient tous de jeunes gens. Singap est mort, il avait moins de 30 ans. Il n'a jamais pu se marier, fonder une famille. Il était le chef de l'armée nationale. Il était le chef de l'ALNK, le chef d'état-major, ce qui est quand même important, parce qu'il a aussi lutté en pays Bassa à l'époque. Donc, ce sont des hommes qui avaient un don, ils ont fait don de leur vie à notre nation, et c'est pour ça qu'il faut qu'on les félicite, on les commémore. Professeur Fimi Yingemoyo, c'est des questions qui vous préoccupent. On se souvient également que lorsque vous en avez l'occasion, et je crois il y a quelques mois encore, vous organisez ce type de célébrations qui permettent de mettre en relief ces personnalités qui ont marqué l'histoire politique de notre pays ou de notre continent. Tout ce que nous disons là font partie d'une mission que je me suis assignée avec certains camarades depuis près d'une quinzaine d'années, en créant le Panthéon du panafricanisme. Le mouvement citoyen a créé ce Panthéon du panafricanisme justement pour combler un vide, et comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est-à-dire l'ostracisme que manifestait l'État du Cameroun, d'une volonté de négation de l'histoire manifeste. Parce qu'il s'agit bien de cela. Parce que les jeunes qui sont nés à la même période qu'au lendemain des indépendances ne savent pratiquement rien de ce qui s'est passé. Et ça, dans certains pays, cela s'apprend dans les livres d'histoire. Là, vous nous présentez 3 livres d'histoire manifestement importants, mais j'aimerais bien savoir pourquoi, depuis un certain temps, depuis très longtemps d'ailleurs, on n'enseigne pas l'histoire du Cameroun dans nos universités, dans nos lycées. Moi, lorsque j'étais au lycée, je connaissais parfaitement l'histoire de la Russie, l'histoire de la France, l'histoire de l'Allemagne. Je connaissais la géographie, Henriette peut en témoigner. Je faisais... à vue d'esprit comme ça, la carte des États-Unis avec toutes les régions de la Pennsylvanie, tous les États, je savais faire, même l'Union soviétique. Je pense que ceux qui nous ont colonisés étaient conscients à un moment donné de l'importance de l'histoire et ont senti que ça devait être un moyen d'émancipation si la jeunesse connaissait son histoire pour pouvoir tirer profit, par exemple, de la valeur de ceux qui les ont précédés. Parce qu'il s'agit bien de cela. Moi, j'ai connu les Singap Martin, c'était nos aînés. J'étais là dans les villages, leur village
Padenkop, c'est limitrophe du village Baham. Tout cet là, je l'ai connu par hasard, hein, parce que le chef de notre village, c'était Kamdem Naïm, qui était un UPCiste. Et à un moment donné, on les voyait ensemble, furtivement, parce qu'on les pourchassait partout. Mais Momopol, j'ai connu Momopol à table, il mangeait avec mes parents. Et pourtant, on les recherchait partout. C'était des personnes d'une valeur inestimable, tant sur le plan intellectuel que sur le plan de la bravoure. Je vous assure, il fallait vivre dans les années 60 pour savoir ce que cela représentait. Recherché par une armée puissante, superbement armée, telle que celle de la France, et arriver toujours à échapper. Donc, pour me résumer, je vais dire ceci. L'histoire est une discipline extrêmement importante. Je félicite le professeur d'avoir embrassé. Mais je conseille à toute la jeunesse de s'intéresser à l'histoire de notre pays. Je me suis rendu, lorsqu'on commémorait les années d'avant, mes camarades étaient toujours là, la commémoration de l'assassinat de Oum, l'assassinat de Moumié, l'assassinat de Wandie. On l'a fait pendant une quinzaine d'années. Et puis l'année passée, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui, même à nous, les nationalistes, nous échappe. On ne commémore pas l'assassinat d'Osende Afana. Personne n'en parle. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je me suis réuni avec les Henriette, les Parfaits. On s'est dit, non, il faut le faire. Et on l'a fait l'année passée. Je vous assure que nous-mêmes, on se demandait si ça n'allait pas être interdit. Mais comme c'était nous quand même, parce qu'on a quand même appris de notre histoire, on allait braver tous les obstacles pour commémorer l'assassinat d'Osende Afana. Je vais vous raconter quelque chose. Ceux qui nous ont colonisés, ils connaissent parfaitement leur histoire. Ça, je vous l'assure. Parce que lorsque ce problème de nationalité, on va en revenir tout à l'heure. La nation française se forme après 1870, après la bataille, je crois, de Sedan, où Napoléon III perd. Il s'aperçoit que l'État français est éparse. Et elle ne peut être forte que si elle devient une nation. Donc voilà un État, et ça devrait nous servir de leçon. Voilà un État qui forge la nationalité par décret, par le pouvoir, met en place et se dit, mais ça a été quelque chose de difficile. Pourquoi ? Parce que il fallait mettre les conditions pour qu'une nation puisse se construire. L'égalité des chances. L'égalité au niveau des libertés. Les droits et les devoirs pour les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tout le monde. Et vous voyez bien que si nous n'arrivons pas à construire notre nation, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore que tous les Camerounais doivent être traités de la même façon. Et c'est peut-être pour ça que nous avons les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, le professeur Chimchoua, docteur Philemon Moubeke, a planté le décor en rappelant un certain nombre de préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui et auxquelles ces leaders faisaient face déjà à cette période-là. Il a parlé entre autres du panafricanisme. On pourrait peut-être, il a parlé de la question de l'unité nationale, avec aujourd'hui la question de la crise anglophone. On pourrait ajouter d'autres choses, peut-être la haine tribale, je ne sais pas si ça existait déjà à cette époque-là. Henriette Tekoué, peut-être, qui a vécu toutes ces périodes-là, pourrait nous en dire davantage. Est-ce que lorsque vous parcourez l'histoire de ces figures emblématiques de l'histoire du Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment que c'était des questions qui les préoccupaient et pour lesquelles ils avaient des solutions qui pouvaient permettre effectivement d'éradiquer ces mots-là et de construire une véritable nation, comme l'indique le professeur Hingem Moyo? Merci. Je commencerai par dire qu'il y a une différence fondamentale. Si on regarde le champ politique entre l'activité politique telle que on la vit
aujourd'hui est la conception politique, c'est-à-dire la conception de l'activité politique de l'UPC. Que ce soit au niveau de la forme même de l'État. Parce que l'UPC était un parti souverainiste, c'est-à-dire pour une indépendance réelle de la nation. Or, le champ politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un champ politique néocolonial. C'est-à-dire, on fait la politique, mais dans le paradigme et dans les conditions héritées de la colonisation. C'est dans ça qu'on poursuit. Donc, ça veut dire que d'un point de vue de la structuration même de l'État, il y a un problème. Et on peut dire que le combat n'est pas fini, puisque le devenir des peuples, c'est que chaque peuple soit indépendant, réellement indépendant, pas une indépendance, récitée, ou alors alléguée, soit dit en passant, mais pour que lorsqu'on regarde l'architecture globale, que ce soit des institutions, que ce soit du système éducatif, que ce soit, du système monétaire, n'est-ce pas, l'économie de la nation. Est-ce que nous sommes une nation vraiment indépendante? Ça, c'est la première question. Donc, du coup, la question de l'indépendance reste totale. La question de la souveraineté et de l'indépendance reste totale. Ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit. C'est pour dire les faits, de manière objective, n'est-ce pas? À un certain moment, moi, je me dis, il y a eu deux tendances. Ceux qui réclamaient l'indépendance réelle de la nation et ceux qui étaient pour, un rattachement à la France ou alors une indépendance sous contrôle. Et c'est la tendance du rattachement ou de l'indépendance contrôlée par la métropole qui a gagné. Et d'où l'assassinat, la liquidation des leaders. Je pense que du point de vue, de la conception même qu'ils avaient de l'État, que ce soit du point de, de l'indépendance nationale ou alors de l'unité nationale, et le résultat qu'on vit aujourd'hui nous le démontre bien, il n'y a pas match en réalité. Parlant de l'unité nationale, Madame Ekwe, chez René, elle a dit tout à l'heure que c'est l'UPC qui a porté le combat de l'unité nationale, c'est-à-dire en tant que parti politique. Oui, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, on trouve aussi le bribes de ce combat avec Alexandre Douala Mangabel, notamment dans la correspondance qu'il adresse au chef de Kumba pour demander un rapprochement entre les deux rives du Mungo. Et là, nous sommes là dans les années 1920. Et dans cette correspondance, en répondant à cette correspondance, les chefs de Kumba ne vont pas donner, une suite favorable, en disant que non, vous pouvez rester avec votre français. Nous sommes dans un autre système. En réalité, vous trouvez... 1920, le Cameroun est sous mandat de l'ASDN. Nous sommes sous mandat, mais la question de l'unité nationale se pose déjà. La question Alexandre, en 1920, il est déjà mort, Alexandre. Non, on parle du fils. Il parle d'Alexandre, pas de Rodolphe Douala Mangabel. Je parle du fils de Douala Mangabel, en réalité. Et vous allez trouver ces détails-là dans le dernier ouvrage du professeur Ndoa, Histoire politique et constitutionnelle du Cameroun, dans les 5 tomes. Il en parle abondamment. Et cette question sera aussi, portée par d'autres partis, puisqu'il n'y avait pas que l'UPC. De l'autre côté, par exemple, du côté du Cameroun occidental, le One Cameroun de Ndé Toumazan va aussi porter cette question. Et avec la dissolution de l'UPC, la revendication sera beaucoup plus forte même du côté anglophone pour l'unité de la nation, notamment l'alliance entre le KNDP et le One Cameroun pour porter la question de l'unité nationale. Et si on doit chuter, on revient à l'heure actuelle, on va se rendre compte que la crise anglophone nous rappelle que l'unité nationale qu'on a scandée depuis des années n'est pas vraiment une réalité. Il faut être honnête pour le reconnaître. Et cela pose problème. Pourquoi? Parce que lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, l'État fait deux promesses à la nation, c'est-à-dire au peuple. Premièrement, moi, l'État, je vais construire une nation. C'est-à-dire on va former tous une nation, on va dépasser le cadre ethnique, les micro-nationalités, on va construire une nation où tout le monde va se retrouver. Deuxième promesse, moi, je vais vous conduire au développement, n'est-ce pas? Votre cadre traditionnel, de notabilité traditionnelle, ne permet pas une amalgamation globale de telle enseigne que l'État, le développement national émerge. Et on peut donc regarder au niveau du rétroviseur et dire, pratiquement 70 ans après les indépendances,
A-t-on eu une nation? La crise anglophone nous dément. A-t-on eu le développement? La réalité nous montre que non. Ça veut dire que quelque part, l'État a failli. Mais cette faillite de l'État revient à la question première que j'ai soulignée tout à l'heure, celle de, la conception même de la forme de l'État. Est-ce qu'un État, dans sa conception néocoloniale, était fondé à faire de telles promesses? Est-ce qu'il pouvait tenir ces promesses, étant donné que cet État lui-même est sous contrôle? Il n'y avait qu'un État indépendant, c'est-à-dire issu d'une indépendance réelle, qui pouvait conduire le Cameroun, comme ça s'est passé au Vietnam. Et on peut donc comprendre le sens du combat des UPCistes qui ont poursuivi, malgré l'indépendance de 1960, à lutter pour obtenir une réelle indépendance. D'ailleurs, comment elle l'appelle, Ernest, non. Mais moi, je crois que vous vous trompez. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'unité avant l'UPC. Oui. L'unité nationale a été forgée dans la lutte, dans le feu de la lutte pour l'indépendance, contre les Allemands. Mais ce que je veux dire, il faut quand même dire les choses. Il y a le premier parti à mettre indépendance et réunification comme son programme, c'est l'UPC. Il y a eu avant par exemple, les chefs de Douala qui ont écrit à la SDN, nous voulons l'indépendance. Il y a eu, même à la conférence de Versailles. En 1933, Joseph Bélé écrit dans son journal, Ballet, le Cameroun refondit son indépendance. Il y a eu des tentatives, il y a eu des projets. Il y a eu tout ce qu'on appelle une forme de nationalisme précoce là, c'est-à-dire qu'il y a eu, mais le projet, un projet politique qui en a fait comme projet politique, c'est vrai, c'est l'UPC, il faut dire, et c'est l'UPC qui en 51, 52 réunit les anglophones à Kumba et tout ça, dit bon voilà, voici le projet, et ce projet était combattu. Si vous regardez le discours de Okala aux Nations Unies, il dit que c'était un rêve, personne ne pensait, c'était un rêve. Si vous disiez, chez Kantou dit qu'en 52 là, en dehors de l'UPC des Malgaches en Afrique, l'indépendance était un rêve. C'est-à-dire personne ne pensait que c'était une utopie. Donc, il fallait faire ça. Et c'est bien d'avoir si vous permettez un peu une parenthèse. C'est ça. Cette opposition que je venais de présenter tantôt est une opposition capitale pour comprendre la trajectoire même de l'État du Cameroun. Pourquoi? Quelle opposition? C'est-à-dire dans la conception, la forme de l'État, entre les souverainistes et ceux qui étaient partis pour un État, une indépendance sous contrôle. Pourquoi? Parce que en fait, le coup d'État. 2 secondes. Est-ce qu'il voulait même l'indépendance? 2 secondes. Quand vous regardez le discours de 52, 53, 54, aux Nations Unies, tous les adversaires disent que vraiment c'était un rêve. C'est une utopie. Nous ne voulons pas l'indépendance. Donc, et c'est eux qui demain gèrent l'indépendance. Mais ce sont des gens qui étaient aussi manœuvrés par les Français. Non, mais vous dites qu'en fait, c'était des marionnettes des Français, il faut dire Bien sûr, c'est ça le problème. Et qui étaient des adversaires de l'indépendance. Et qui ont été contraints à un moment donné par la politique française d'accepter l'indépendance contrôlée par la France, avec les accords coloniaux que l'on connaît. C'est ça l'histoire, c'est ça la vérité. Tu vois? Et donc, il y a des gens qui avaient pensé. Peut-être qu'ils même pensé. Je ne dis pas que la pensée du PC était la meilleure, non. Ils ont pensé. Ils ont mis un projet. Et ceux qui n'ont même pas pensé du tout. Et à ceux qui n'ont même pas pensé du tout, on a donné l'indépendance. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien la réalité. On leur donne une indépendance fictive. Ils n'avaient jamais pensé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même jamais rêvé qui serait indépendant. C'est comme si un jour, vous n'avez jamais rêvé que vous avez une grosse maison, vous avez une grosse maison, vous ne savez pas comment on utilise. Peut-être dans ce siège-là, avant de revenir à vous, docteur, je ne sais pas si c'est avec vous que j'ai changé, et vous expliquez que lorsque, au niveau de la communauté internationale, les gens se sont rendus compte qu'il y avait une forte pression qui venait sur la question de l'indépendance du Cameroun, il y a eu des négociations en coulisses, on a demandé au président Aïdjo et d'autres personnes de courir très vite, être les premiers à demander l'indépendance. Je crois que c'est vous qui dites. C'est-à-dire qu'en 1959, il apparaît donc que l'UPC a vaincu, et en ce sens, les UPCistes ont imité Douala Manga, qui avait envoyé un émissaire au Reichstag. Et au Reichstag, il y avait la gauche qui était au Reichstag, les Rosa Luxembourg et tout ça. Et ça, c'est la période du protectorat. À la période du protectorat allemand. Et le gouverneur a été vaincu au Reichstag. Parce que le gouvernement allemand au Cameroun. Les socialistes ont fait pression, ils ont dit on ne vous a pas envoyé là-bas pour faire ce genre de travail, d'arracher les terres des gens. Qu'est-ce qui va se passer pour que le gouverneur obtienne la raison?
il a invoqué le fait que les nationalistes camerounais de 1914 ont pris langue avec les Anglais au Nigeria et les Français au Gabon. D'ailleurs, Martin-Paul Samba, quand on va fouiller sa maison, on va trouver des caisses d'armement venues du Gabon qu'il a achetées pour préparer les jeunes à la lutte armée contre l'Allemagne. Oui, ça c'est pour revenir aux origines du nationalisme. Mais je parlais surtout de 1959. Oui, allez-y, professeur, allez-y. Non, je dirais qu'il faut, à mon avis, si nous ne mettons pas dans le contexte, nous allons tirer dans tous les côtés. Voilà ce qui se passe. Nous sommes à la fin de la guerre, 52. Bien, vous avez Dien Bien Phu 54, vous avez l'Algérie. Et ça commence en 54, il y a le Major Laurent et tout ça. Et les Français disent pas de troisième front. Pas de troisième, surtout pas de troisième défaite. Oui, parce que la défaite s'annonce. Troisième chose, c'est qu'on découvre du pétrole à Douala. On commence à faire du pétrole. La France n'a pas de pétrole. C'est un enjeu stratégique pour la France. Et il se dit, si nous laissons ce pays-là à ceux-là, ils risquent au mort. On risque de nous mettre dehors. Et donc la France met une politique en place pour, Roland prédit bien, 2 temps. Effacer le parti qui demande l'indépendance et tout ça, et soulever ce qu'ils appellent des intermédiaires locaux, machin. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en 55. Donc, 55, c'est une façon pour la France de tuer la révolte en œuf. Ce qui se matérialise avec l'interdiction de l'UPC. Et le début de la guerre armée par l'UPC, parce qu'on a poussé l'UPC à la guerre armée. Et ça s'agrège avec quoi? Avec la guerre contre le communisme. On dit que l'UPC est communiste. Entre-temps, sur le plan international, de plus en plus, d'abord en France même, des voix célèbres disent nous ne voulons plus de colonies, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il y a des adversaires. Il se dit, il faut donc anticiper de permettre à nos affiliés au Cameroun, c'est-à-dire ceux qui nous sont proches, d'avoir l'indépendance nominative. Déjà, est-ce qu'on n'aura plus de problème avec l'opinion publique française, avec nos partenaires internationaux, on dira qu'il y a eu une indépendance quand même. Donc c'est comme ça que vous voyez qu'il y a eu une quinzaine d'indépendances, 60, une vingtaine, c'est-à-dire qu'on a donné... donc il fallait donner une indépendance comme ça pour pouvoir d'abord se débarrasser du fardeau de l'opinion qui dit que ça coûte trop cher, la guerre d'Algérie coûte trop cher. Et ensuite, il fallait aussi, en même temps, contrôler cet État qui naissait. Donc, on met des accords, vous avez vu des accords de 58 d'abord, après, non, 57 d'abord, après le 58 d'abord, après l'État, et ensuite 59 pour les indépendants, 59-60. Donc, voilà un peu le contexte global. Très bien. Pour revenir peut-être à Philomène Mbeke, pour qu'il termine, donc, on retient dans le développement que vous faites que effectivement il y a un certain nombre de questions qui préoccupent les leaders nationalistes à cette époque-là avec l'indépendance. Le professeur a parlé du panafricanisme. Vous avez ajouté qu'il y a la question de la souveraineté, de l'indépendance. L'indépendance est réelle. Et il y a la question de l'unité nationale, puisque vous avez démontré à renfort d'arguments qu'effectivement aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on comprend pourquoi ces questions n'ont pas été réglées et pourquoi ces problèmes émergent encore aujourd'hui. Je crois que là, on est tous d'accord que ce sont des questions prégnantes qui préoccupent la nation aujourd'hui et auxquelles on devrait s'attaquer, peut-être en s'inspirant, évidemment, des propositions ou de la philosophie qui était celle de ces leaders nationalistes à cette époque-là, professeur Ingemouyo. Oui, là on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la défaite de Sedan. Parce que les Français connaissent leur histoire, mais nos nationalistes, c'est-à-dire les Oum, ce sont quand même des personnes qui lisent. Quand vous écoutez par exemple un discours de Oum, ou même le discours de Wandier, ce sont des personnes qui sont extrêmement cultivées. Donc les Français savent pourquoi ils ont perdu à Sedan. Mais les Camerounais savent aussi pourquoi les Français ont perdu à Sedan. Et les Français se disent, si on laisse les Camerounais s'unir, s'il y a l'unité nationale, s'il y a une nation, on ne va pas tenir devant un peuple uni. Ce sera plus difficile. Et à ce moment, ils se disent qu'il faut absolument mettre en place des personnes qui ne vont pas accepter l'unité nationale. L'une des revendications fortes de l'UPC, c'est
la réunification avant l'indépendance du Cameroun. C'est-à-dire, n'ont jamais voulu accepter que le Cameroun puisse être indépendant avant d'aller rechercher son unité. Parce qu'ils savent bien où est-ce qu'on nous a menés. On nous amène là où on est aujourd'hui. Ok. Oui, je voulais juste dire que le fait qu'on soit les premiers, le 1er janvier 60, les premiers à être indépendants. Oui, oui. Quand Kosciusko Morizet arrive donc à Paris, il dit à Ijo, dépêche-toi de demander l'indépendance parce qu'on va être obligé de donner l'indépendance aux Africains et vous devez être les premiers. Pourquoi on a perdu la bagarre à l'ONU? On a perdu la bagarre. On n'a pas perdu la bagarre politiquement parce que Kosciusko Morizet a été écrasé par les délégations qui sont venues défendre l'indépendance de notre pays. Mais ils ont utilisé l'arme de la guerre froide en disant, faites attention, ces gens-là sont des communistes. Et comme ce sont des communistes, laissez-nous les écraser. C'est pour ça que finalement, on est resté un pays pratiquement sous tutelle hors du temps qui était imparti. Et dans la lutte pour l'indépendance. Très bien. Et donc, finalement, ok, je rappelle pour qu'on reste dans le sujet. On a donc aujourd'hui un certain nombre de crises multiformes dans notre pays. En regardant dans le parcours de ces leaders nationalistes-là, en écoutant leur discours, en regardant leur philosophie, leur vision, est-ce qu'on peut trouver des éléments qui nous permettent de répondre à ces questions, à ces préoccupations aujourd'hui? Oui, je pense que si nous prenons l'exemple de la question centrale du tribalisme, nous avons bien les écrits de Oumniobé sur la question, il appelait à la construction d'une conscience transethnique. C'est-à-dire, il ne se considérait pas simplement comme, étant Bassa. Il y avait une conscience nationale au-dessus de la conscience Bassa, d'être Bassa. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'UPC aura beaucoup d'ancrage à l'ouest du Cameroun. Or, Oumniobé, le leader charismatique, était Bassa. Et ça veut donc dire que quoi? Oumniobé étant un érudit, parce qu'il lisait beaucoup, il a eu connaissance déjà du déroulement de la conscience panafricaine qui était déjà en cours. Parce que les deux sont liés, c'est-à-dire la conscience nationale et la conscience panafricaine. Mais le RDA, c'est l'essence même du panafricanisme, le RDA. Exactement. Pardon, okay. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que la manipulation de la conscience ethnique à laquelle on assiste aujourd'hui est quelque chose de regrettable. Et les leaders, ceux qui étaient pour l'indépendance réelle de la nation, ne jouaient pas avec cette question. Parce qu'on sait où cette question peut conduire. On a vu les exemples pratiquement en Afrique, au Rwanda, les guerres civiles, que ce soit en Sierra Leone. Il y a toujours telle ethnie contre telle ethnie, mais il s'agit là des catégories qui ne sont pas propres à la réalité africaine. Et quand vous allez même prendre la conception même les concepts que nous utilisons, le concept d'ethnie a été un concept instauré par l'ethnologie coloniale pour nous dire que nous étions des sociétés inférieures. Pourquoi quand on parle de la France par exemple, on ne parle jamais d'ethnie. On ne parle pas de l'ethnie corse, l'ethnie basque, l'ethnie telle. Eux c'est les nations, mais chez nous c'est les ethnies. Ils nous disent donc que chez vous, dépasser la conscience ethnique, construisez la nation. Mais sauf que le colon en disant ça lui-même n'est pas sincère. Parce que pour instaurer les États que nous avons aujourd'hui, le colon a procédé à la balkanisation des ethnies qui existaient déjà, des nations qui existaient déjà. La nation Peul, la nation, Fambeti, la nation les Grassfield et autres. Du moins, il y a eu un découpage arbitraire. Et ce découpage arbitraire n'obéissait qu'à une seule logique, le contrôle des richesses. Mais pour légitimer cela, on va vous importer une théorie de la nation endossée sur des écoles. On va vous dire que la nation est soit allemande, soit française. C'est-à-dire la nation n'est pas africaine. Les Africains, eux, ils ont les ethnies. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La conscience transethnique dont on parle, j'étais en train de parler, a ceci de particulier que en Afrique, et cela a déjà été démontré, il y a une certaine unité culturelle, n'est-ce pas? Et cette unité culturelle veut dire que, en réalité, nous sommes tous, ou alors presque, bantous, n'est-ce pas? Et cette conscience voudrait dire quoi? Nous devons tendre
au-delà de, de la conscience nationale à une conscience panafricaine. Et c'est pour ça que j'ai admiré beaucoup le propos du professeur tout à l'heure, lorsqu'il rappelait qu'il a mis sur pied, comment il a encore appelé, un panthéon panafricain. Des leaders, des leaders assassinés. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental dans la construction de l'unité africaine. Ok. Et alors, professeur, cette question du tribalisme ou de la haine tribale qui refait surface, par exemple, dans l'espace public au Cameroun aujourd'hui, lorsqu'on écoute le docteur Moubeke, on voit que c'est vrai que ce n'était peut-être pas une question assez préoccupante à l'époque, mais on voit que les leaders étaient au-dessus de ces considérations-là et c'est ce qui peut-être faisait leur force dans la lutte contre l'oppresseur occidental. Bon, j'ai réagi vite parce que j'avais été convoqué et j'ai été invité il y a 2 ans à Yaoundé pour une conférence sur le tribalisme. J'ai fait un travail d'historien. Si vous regardez très bien la littérature, les écrits, vous verrez que c'est à partir des Français que cette nomenclature ethnique-là devient un enjeu politique. Et c'est les Français qui l'instrumentalisent. Pour, première chose, si vous prenez à partir de 19 jusqu'à 45, l'ennemi des Français, ce sont les Douala. Et vous voyez tout ce qu'on écrit sur eux. Ils sont vantards, les Français, ils sont comme ça. Ils sont ceci. On écrit et il va monter un gars comme Chalatangana qui ne sont pas de la même race. Parce qu'en ce temps, le mono, c'était pas l'ethnie ou la tribu, c'était la race. Race Douala, race Bafia, c'était écrit race. Donc ils vont instrumentaliser ces critères-là. Et donc, quand en 1946, Douala Magabel accepte d'être candidat et tout ça, et ça finit. Après 1948, l'ennemi c'est le Bassa. Il vous dit ça, la littérature, on fabrique, on le ponce, tout le texte des sorciers, c'est des ceci, c'est des forestiers, c'est des gens qui veulent dominer les autres. Même chose, ils veulent dominer les autres tribus, ils veulent dominer. Et à partir de 1958, vous voyez, Bamileke. Ça commence, Bamileke ceci, Bamileke. Regardez le journal Le Monde 61, à partir de l'affaire Kamanga. Vous pouvez vomir, n'est-ce pas? C'est des gens machin, je ne sais pas comment ils sont. Je dis le journal Le Monde, ce n'est pas le journal camerounais. Donc, on va fabriquer. Donc, l'instrumentation. C'est une construction. L'instrumentation de l'ethnie, c'est toujours les pouvoirs politiques qui l'utilisent. Mais ce n'est pas dans le champ nationaliste, c'était pas ça. Qui dit que nous ne sommes pas contre les races, mais nous ne sommes pas ici. En fait, parce qu'on les avait posé ça, comme on dit que c'est des Bamileke, c'est des Bazars qui veulent dominer, ils disent que nous ne sommes pas ça. Ce n'est pas notre ambition. Donc, c'est une manipulation vieille. Et c'est tout. Elle est liée à la politique française. Il faut dire les choses. Donc, la première chose, donc sur le plan de l'instrumentation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Deuxième chose que je voulais dire, pour qu'on se comprenne un peu, le projet national n'est pas un projet de destruction des ennemis ou des tribus ou des races. C'est un projet transethnique. La nation française n'a pas tué les Corses. Ils avaient même voulu détruire, ils n'ont pas réussi. On ne peut pas détruire ces entités-là par un décret. On ne peut pas les détruire, mais on peut les faire vivre ensemble dans un espace politique pensé par nous, voulu par nous, avec des règles fixées par nous, pas par quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Comment fixer des règles de vivre ensemble dans un espace qui est notre espace à nous, qui nous appartient à nous. Bien sûr. Oui, qui est notre destin. Oui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit passer un espace politique, ce n'est pas de dire que, c'est de dire comment construire notre vivre ensemble en tant que peuple, en tenant compte de notre histoire, de notre diversité culturelle. Tout ça. Voilà. Et ça, ils avaient pensé. Ce que je n'avais pas, je n'ai pas beaucoup vu dans le discours. J'aurais bien voulu qu'on ait des textes de Oumniobé, Premier national camerounais et Chris Soumaki. Ce que je n'ai pas vu, c'est la projection après. Et je crois qu'il a manqué ça au discours. Peut-être que c'était plan d'action, c'est le discours après. Moi, j'aimerais bien que les spécialistes en nous disent que. Le professeur Nguyen va répondre là-dessus. Je voulais d'abord que Atekwe réagisse sur cette question. C'est la question, par exemple, du tribalisme, de la haine tribale. On a bien vu que l'administration coloniale a instrumentalisé donc ce tribalisme-là et l'a injecté dans l'espace public pour continuer à garder la main sur l'État. Mais on a eu, et quel est votre point de vue? Je veux dire que répondez-vous à ceux qui estiment que lorsque le président Ahidjo a pris le pouvoir, il a essayé de mettre en place des mécanismes pour construire cette unité nationale et que c'est avec
l'arrivée au pouvoir de son successeur que la question la intribale a refait surface. Est-ce que c'est un argument qui tient? Alors, le président Ahidjo, sachant que l'UPC continuait la lutte, parce que Wandje nous a laissé comme héritage, la lutte coloniale est derrière nous, il faut que vous fassiez la lutte contre le néocolonialisme. Et notre génération, à nous, Imgen et moi, notre génération a entamé à nos 20 ans la lutte contre le néocolonialisme et les dictatures de la France-Afrique. Bon, alors, il y a quelque chose qui est important dans notre récit politique. Quand les Allemands ont été battus, on a tronçonné le Cameroun. On a pris une partie, on a jeté en Centrafrique, l'autre partie est allée au Gabon, une autre partie est allée au Nigeria. Toute cette politique de guerre contre le Cameroun a soudé le peuple camerounais pour dire que on a trop payé parce que l'Allemagne a été vaincue, on a trop payé et il ne faut plus que ça se passe. Et c'est pour ça que le discours de la nation a été très présent dans les journaux des années 30 et même après avec la Jekafra qui est venue, etc. Donc, quand Biya arrive à Paris et qu'on lui demande, parce que sur la demande de Mitterrand, parce que c'est quand même l'UPC qui a écrit à Mitterrand pour lui dire « Tu es venu, on est de gauche, débarrasse-nous de la petite dictature qui est à nos pieds, c'est-à-dire Ahidjo. » Et c'est ce qui est arrivé un an après. Quand il arrive donc à Paris, sur convocation de Biya, de Mitterrand, il lui dit qu'il faut faire le multipartisme. Il évoque cet argument. Il y a trop d'ethnies dans notre pays, on ne peut pas faire le multipartisme. Parce qu'il y a 250 ethnies. Il le dit sur le perron de l'Élysée, en 83, début 83. Bon, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on arrive à instrumentaliser le débat politique avec le tribalisme. Et pour tout près de nous, on arrive donc en 90, on est obligé de faire le multipartisme. Il y a une élection présidentielle où le candidat de l'opposition est en train de gagner le pays tout entier. Le candidat de l'Union pour le changement. Le candidat de l'Union pour le changement. Et les politologues de la présidence vont mettre un petit poison dans le débat politique. Attention, ce sont des anglo-bamis. Le terme d'anglo-bami n'existe nulle part. Mais pour dire que ce n'est pas le peuple qui se réjouit, ce sont les anglo-bamis qui font un complot contre la République, ce qui était faux. Je rappelle par exemple que quand le président Biya a vu la force de l'opposition pendant les villes mortes, il a décidé que bon, il y a quelques familles politiques qui ont ressurgi au moment du multipartisme. Donc, il y a le parti d'Ahidjo, c'est-à-dire l'UNDP, il y a... Qui est dirigé par Samuel Ebois. Samuel Ebois, un Sawa, une minorité. Il y a l'UPC qui a ressurgi aussi très fort, dirigé par un Sawa, Djikakwa. Quelle est la vertu, entre guillemets, de ces Sawa? C'est que comme ils ne sont pas d'une majorité ethnique, ils rassemblent beaucoup de gens. Alors le président Biya et ses politologues, parce qu'il y en a là-bas à la présidence, décident donc il faut que l'UPC fasse un congrès. Le 30 décembre 1991, le congrès est ouvert par le préfet du Mungo. Et l'enceinte du congrès est encerclée par les militaires. Et quand on finit, on dit donc à Djika, tu es président d'honneur, il part. 2 semaines après. Et celui qui prend le pouvoir, c'est Frédéric Augustin Kodok. Comme l'histoire se répète. Voilà. 2 semaines après, le président demande à qui? À Bello Bouba Maïgari de convoquer un congrès. Alors que le président s'appelle Samuel Ebois. Bien sûr. Voilà. Et Samuel Ebois, on l'amène à l'abattoir à Garoua. Il arrive là-bas, on lui dit que bon, ta part est finie, maintenant tu restes tranquille, tu es président d'honneur. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment de donner les ministres de chacune de ces formations, quand Kodok arrive en présentant Bobo Ayatou comme UPCiste, un nordiste,
Biya lui a dit, je ne veux pas... Comme ministre UPC. Comme ministre, Oui. bien sûr. Il lui dit non, je veux des Bassa. Et tous les ministres de l'UPC seront des Bassa. Parce que l'UPC est Voilà désormais dans un Bantoustan. Et l'UNDP, quand M. Bello veut présenter Abanda Motogo, Delphine Changa et tout, Biya lui dit, je veux des nordistes dans le Pour l'UNDP. Pour l'UNDP. C'est-à-dire que chaque parti a été mis dans un Bantoustan. On peut donc conclure, en écoutant Henriette Ekwe que finalement ce tribalisme en réalité est une instrumentalisation politique à des fins de conservation de pouvoir. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui on a du mal, n'est-ce pas, à se débarrasser de ce discours tribaliste. Vous faites bien de mentionner qu'il s'agit d'un tribalisme à des fins de pouvoir. Parce que si on prend, on revient aux premières années de l'indépendance, ou alors dès avant l'indépendance, avec l'opposition qu'il y a eu entre le feu président Amadou Ahidjo et le premier ministre de l'époque, André-Marie Mbida. Vous allez vous rendre compte que parce que les leaders du Sud Cameroun étaient prépondérants, les Français ont tout fait de créer un leadership qui n'était pas donné, c'est-à-dire avec la personnalité d'Ahidjo. Et si vous prenez un peu un acteur, un administratif, un Français comme Guy Georgie, avant sa mort en 2003, il revendique la paternité politique, c'est-à-dire la création de la personnalité même d'Amadou Ahidjo. C'est pas faux. Il dit que c'est qui a fait la il dit que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait élire Amadou Ahidjo en bourrant les urnes. Donc c'est la réalité. Et conclut que c'était pour la bonne cause. Pour la bonne cause, pour les intérêts de la métropole, pour les intérêts de la Il y avait des communistes à combat. Oui, bon, ça c'est le discours qui tient, parce qu'il tient ça par l'intérêt. Vous allez donc voir que l'opposition qu'on aura à l'Assemblée entre la personnalité d'André-Marie Mbida et la personnalité d'Ahidjo, ce sera vraiment une fausse opposition, puisqu'en réalité c'est la France qui a fabriqué Ahidjo pour le pouvoir. Il a fait Ahidjo à l'Assemblée. C'est la France qui a fait démissionner tous les leaders du Nord. N'est-ce pas, pour mettre Marie Mbida en minorité. Il faut même dire que c'est un coup d'État. C'est-à-dire que M. Ramadier a organisé un coup d'État. La preuve, c'est qu'il n'a même pas duré. Parce que les textes, il a mis le Premier ministre, il met le Premier ministre en minorité. Le ministre dit, bon, ceux qui sont partis, je vais les remplacer, ils refusent. Il refuse. Alors que la loi lui donne le droit de le faire. Mais il fallait le rappeler. La conséquence, il a tellement fait le coup d'État, il a été tellement gauche et violent qu'on l'a mis à côté. Voilà. Il n'a pas duré longtemps. On dit non, vraiment, c'était un coup d'État, c'était fabriqué pour placer Ahidjo. C'était tout. Sur cette question, par exemple, du tribalisme, de la haine tribale, professeur Ingem Moyo, est-ce que les discours des acteurs politiques de l'époque, parce que j'ai eu l'impression que vous vouliez répondre au professeur tout à l'heure, lorsqu'il a dit que Ruben Oumyobé, certes, avait pensé cette question-là, mais semble-t-il n'avait pas fait de projection. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je disais que... Non, je ne pense pas que ce soit ça qu'il dit. Parce que mon problème, c'était que on ne peut pas dire... Je présume à penser. Sur beaucoup de ces points, il y a eu un discours. Je pense sur l'économie. Je n'ai pas encore vu un discours de ces pays. Eux, c'était l'indépendance, la réunification. Mais maintenant, comment on va s'organiser l'économie après? Il y a eu des hybrides, mais il n'y a pas une pensée globale, ce que je veux dire. Même sur le plan de quoi? Sur le plan bon, ils n'ont pas eu le temps. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Mais donc, il n'y a pas eu... Donc, je ne peux pas penser que... C'est pour ça que je disais que n'ayant pas eu le temps de penser, d'écrire, de tout ça, il y a donc des espaces qui nous permettent aujourd'hui que, à partir de ce qu'ils ont pensé initialement, de projeter quelque chose pour aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont tout dit, on devait se manquer, c'est-à-dire amen. Je voulais faire une précision sur la vérité. C'est que parfois ces leaders n'ont pas besoin de laisser des écrits. Puisqu'en réalité, c'est leur vie qui fait l'histoire. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui font l'histoire. Ils sont dans l'action. Je ne pense pas qu'ils se soient engagés, comment on dit, en politique et revendiquer l'indépendance de la nation sans avoir une vision. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Non, mais c'est vrai que quand excuse-moi, Duval, quand on dit déjà
quand on dit qu'il faut donner à tout le monde de quoi être bien, c'est déjà un standard de vie. Élever le standard de vie des populations. C'est tout un programme politique et économique. La haine tribale dont on parle, elle est instrumentalisée par la France à l'époque. C'est pour ça qu'ils jouent comme sur un damier avec des damiers, avec des dames qui sont des leaders qu'il a fabriqués. Parce que même Bida est fabriqué par la France. Aïdjo est fabriqué par la France. Et vous allez voir que ceux qui disent que Aïdjo était pour l'unité nationale c'est pas vrai. et que Biya est venu déconstruire, c'est extrêmement faux. C'est la même chose. Parce que vous voyez bien qu'il y avait des grandes régions du temps d'Aïdjo. Région Bamileke, région... Cette histoire de nordistes et tout ça là, c'était à cette période-là. Mais qui a partitionné, par exemple, l'Ouest? Dans un petit carré comme ça, vous avez les Bafans, vous avez les Bouddhas, vous avez vu comment ils ont fait, mais ça, c'est pas sous Biya. Vous comprenez? Donc, mais dans chaque opération de ce type-là, il faut toujours se dire, il faut toujours demander à qui profite le crime. Et vous allez revenir en arrière et retrouver la pensée des UPCistes, même sur le plan économique. Parce que sur le plan économique, personne ne peut dire que les UPCistes étaient des capitalistes. C'est les Occidentaux eux-mêmes qui ont défini la pensée économique des UPCistes en s'opposant à eux. Et jusqu'aujourd'hui, même nous aujourd'hui, là, personne ne peut se dire opposé au régime, par exemple, Biya ou au régime Aïdjo en étant libéral, en étant capitaliste. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes opposant au pouvoir actuel en ayant le même programme économique que le FMI et que le RDPC? Ça rejoint la conception d'un État néocolonial. Oui, bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Je vais préciser autre chose sur la pensée politique de l'UPC. Vous voyez, les UPCistes, il y a eu Moumié, il y a eu Wandie, il y a eu Osende Afana, il y a eu Oumniobé. Ils sont d'ethnies différentes. Et à l'époque, le colonialisme n'a rien pu faire contre ça. Parce que c'était des personnes qui avaient une certaine... c'est-à-dire ils avaient une certaine stature, ils avaient une personnalité tellement forte que vous ne pouviez rien faire de ce point de vue. Et je pense aujourd'hui qu'ils ont vu plus loin. En ayant une politique panafricaniste, l'UPC n'est pas resté circonscrit au Cameroun, au village, compte tenu de toutes les relations qu'il avait avec l'extérieur, avec l'Algérie, avec le Ghana, avec Cuba, avec l'Angola, parce qu'ils ont compris que pour battre la politique d'ethnicisation de notre pays, il fallait aller vers le panafricanisme. Le panafricanisme était une solution à des problèmes domestiques. Aujourd'hui, on se dit, on peut faire telle chose. Bon, voilà, les Africains se disent, bon, voilà, on va lutter contre telle personne. Mais si on était au niveau du panafricanisme, on allait réfléchir au niveau de la nation africaine. Alors, donc, c'était déjà une solution au problème qu'on n'arrive pas à résoudre à l'Union africaine. Et évidemment, pour qu'on parle de panafricanisme des États-Unis d'Afrique, il faudrait déjà qu'au sein des nations qui ait cette unité-là. Et le Cameroun, aujourd'hui, justement, fait face à cette crise d'unité nationale, avec notamment la question anglophone. En parcourant les journaux ces jours-ci, on voit très bien cette recrudescence de la violence dans certaines villes du Cameroun. On parle même ces jours-ci, par exemple, de lockdown dans ces localités-là. En tout cas, la crise anglophone est loin d'être terminée. Lorsqu'on regarde dans le parcours de ces leaders-là, est-ce qu'on peut puiser
dans leur discours, dans leur philosophie, dans leur conception de l'unité nationale, des éléments qui permettent non seulement de comprendre cette crise anglophone-là, mais peut-être d'y faire face? Non, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que les UPCistes ont tout fait pour que le Cameroun, avec K, revienne. Et donc, qu'il y ait une unité. Et c'est pour ça que les UPCistes ont ce problème à cœur, le problème de l'unité. Sauf que la manière dont le président Ahidjo a géré l'État fédéral a créé beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions. Et le putsch de 72, parce que c'était un putsch constitutionnel, a été très fort dans le ressentiment des anglophones. Vous faites allusion à quoi? Au référendum de 1972? De 72. Oui. Du 20 mai 1972. Oui. Sauf que les leaders principaux, c'est-à-dire Foncha et Esti Mouna, ont plongé là-dedans. Parce que Ahidjo a été très malin. On arrive à la réunification le 1er octobre. Le 12 mars, Ahidjo sort une ordonnance contre la subversion, qui veut donc dire que celui qui est contre, qui tient des propos subversifs, va être déporté. Bon, les gars ne disent rien. Et en 66, il leur dit, dissolvez vos partis, venez entrer à l'UNC. Pour qu'il y ait unité nationale. Pour qu'il y ait unité nationale, soi-disant. Ça, c'est un prétexte. Ouais. Ils entrent dedans, et 6 ans après, le gars leur dit, bon, écoutez les amis, c'est fini. Il n'y a plus de fédéralisme, de machin, et vous n'avez plus d'instruments politiques pour vous battre. Vous êtes entré dans l'UNC, et si vous sortez de là, c'est tout de suite toléré. C'est la subversion. Voilà. Et que fait l'UPC? Que dit l'UPC? Quel est le discours de l'UPC? La déclaration de l'UPC a été claire. Le référendum de 72 est un coup d'État constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'on dit à tout le monde de voter. Et vous savez que ceux qui sont concernés sont une petite minorité. Ils étaient 800 000 à l'époque. Les autres les écrasent par leur majorité. Et donc, il y avait même eu, parce que moi j'étais déjà jeune étudiante à l'époque, il y avait même des endroits où il n'y avait pas de bulletin pouvant dire non. Nous voulons rester dans le fédéralisme. On a traficoté des bulletins, si bien que le résultat était clair. Nous sommes pour la fin du fédéralisme. Et qu'on le veuille ou pas, c'est en 72. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun en 71? C'est l'assassinat de Wandji, qui était la voix qui pouvait encore, pour l'UPC, dire quelque chose et tout le monde l'écoute. Donc, l'assassinat d'Ernest Wandji en 71 a été l'un des déclics qui ont permis à Ahidjo de faire le référendum. Absolument. Un an après. 1972. Non, je voulais juste revenir un peu en arrière. Une seconde. Oui. Quand on fait le procès de Wandji, on le fait en décembre. Oui. Wandji est dans la même cellule qu'un certain Albert Moukong, qui écrit tous les jours à l'ONU. Pas parce que le truc est fini, le fédéralisme, mais pour dire que nous sommes pupilles de l'ONU et tel que le président Ahidjo est en train de gérer le fédéralisme, nous les anglophones, on n'est pas d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que je voulais revenir un peu sur l'héritage. Parce que je me dis aussi qu'en tant qu'historien, il faut, dans ce héritage, il faut toujours avoir un droit d'inventaire. Si nous ne faisons pas un droit d'inventaire, nous allons moi je pense que je prends l'exemple sur les choix politiques. Je ne vais pas insister sur ça. Vous vous souvenez, en 1959, quelqu'un dit que de l'UPC, oui, c'est des communistes. Ils veulent nous amener au parti unique, comme en Union soviétique. Comme en Union soviétique. C'est la guerre froide à l'époque. C'est la guerre froide à l'époque. J'en arrive. Donc, alors, quelle ligne idéologique aujourd'hui? Beaucoup du PC disent nous ne sommes pas communistes, nous sommes nationalistes.
Mais quand le professeur Yingemou dit qu'on ne peut pas s'opposer à Biya en étant libéral, en étant capitaliste, est-ce que vous ne réinventez pas la même démarcation? C'est-à-dire qu'on peut, est-ce qu'on peut dire qu'on a un gouvernement vraiment libéral? Est-ce qu'on ne peut pas être nationaliste libéral aussi? C'est-à-dire que je suis nationaliste, mais je suis libéral aussi. Est-ce que ces choix ne sont pas possibles? Mais on peut être nationaliste et libéral, mais on n'est pas UPCiste. Ah, vraiment? Oui. Ah ben là, c'est ça le problème de l'école. C'est la vérité. Parce que parler par exemple de libéralisme. Parler par exemple de libéralisme. Si vous prenez un gars comme Mathieu Tani, avant son changement, ou comme le médecin. Oui, comme Ngom. Et vous pensez qu'ils étaient communistes ou ils étaient socialistes? Ngom a trahi après. Je peux répondre. Si on n'est pas communiste, ou socialiste, oui, ça ne veut pas dire qu'on est libéral. Ce que je veux dire, Cécile, c'est que le terme de libéral, le terme libéral, qui semble être en vogue aujourd'hui, mais c'est le capitalisme. Oui. Alors la question qu'un épéciste se pose, c'est est-ce que je suis capitaliste? Et je dis non. Il est alors quoi maintenant? Hein? Il est quoi? Il peut être socialiste, mais il n'est pas capitaliste. Non. Oui. La preuve, c'est que pratiquement tous les pays, Cuba est socialiste. Oui. D'accord? Oui. L'Angola est socialiste. Sékou Touré était socialiste. Les Algériens étaient socialistes. Oui. Donc vous voyez bien que si quelqu'un veut se perdre à ce moment-là et dire qu'il est capitaliste, le capitalisme, c'est quoi? C'est l'exaltation de la propriété privée. Oui. Et la propriété privée, ça veut dire qu'à un moment donné, le décalage est tel que ceux qui en ont auront toujours plus. Et ceux qui sont pauvres, resteront toujours au bord de la route. C'est ça, il faut le dire, il faut que la jeunesse... Alors que le socialisme... le socialisme... La suppression des inégalités. C'est la réduction... C'est ce qu'on ne dit pas. Ce débat est intéressant, il ne faut pas couper. Oui, c'est important. Pourquoi le débat est important? Parce qu'en réalité, c'est le socialisme qui est à l'origine de la naissance de la démocratie. Ce n'est pas le capitalisme. Ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. C'est le socialisme. Et comment? Tout simplement pourquoi? Jusque pratiquement dans les années 1830, en Occident, tous les leaders politiques étaient réfractaires à la démocratie. Oui. Et comment on dit? Lorsqu'on disait qu'on est démocrate, c'était péjoratif. Oui, vous comprenez un peu? C'est-à-dire jusqu'à l'élection de Andrew Jackson. Oui, mais non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est une vérité. Vous pouvez ne pas être d'accord. La démocratie, mais c'est une vérité. Mais laissez-moi développer, s'il vous plaît. La démocratie est une conquête bourgeoise. Élever le standard de vie des populations est une conquête bourgeoise. La démocratie est une conquête du bas peuple. Non, c'est bourgeoise. Du bas peuple. Ne parlons pas tous en même temps. Non. C'est historien, ça. Vraiment 2 minutes, pas plus. 2 minutes. Je voulais qu'il me laisse terminer. J'étais en train de dire... Dans la Révolution française, c'est la socialiste. La Révolution française n'a pas été faite par les démocrates. La preuve, c'est la bourgeoisie. C'est l'oligarchie qui a fait la Révolution. Oui, mais l'oligarchie elle a sauvé le vote. La démocratie un peu. Oui, mais c'est pas la démocratie. Le vote, c'est pas la démocratie. En réalité, en France, à la baie de la Révolution, on n'a pas eu un régime démocratique. On a eu ce qu'on appelle une oligarchie élective, en réalité. C'est-à-dire l'oligarchie élective. Laquelle alors? C'est-à-dire l'oligarchie classique, qui était naturelle, de naissance héréditaire, on a substitué à l'oligarchie héréditaire une oligarchie héréditaire, comment dire, élective. Oui, mais... Ça a été ça le passage. Oui. Mais l'idée, les révolutionnaires étaient hostiles à l'idée de la démocratie, c'est-à-dire de l'égalité entre les citoyens sur le plan d'un point de vue des intérêts économiques. C'est ça le fondement de la démocratie libérale. Non, ça c'est pas l'histoire. Parce que je vous en prie, Allez-y, finissez. Je vous dis que, non, ça c'est je dis que la fin des privilèges,
C'est ça, du féodalisme. Le féodalisme, c'est d'abord une conquête bourgeoise. Oui, oui. Et oui, mais pas pour instaurer la démocratie. Il n'y a pas de fin de féodalisme sans la démocratie, la capacité de voter. Ils ont voté, peut-être que ça a été instrumentalisé par l'élite, n'est-ce pas? Mais c'est la capacité de voter. On a mis le sens électoral, mais on a la constitution. Donc, le fait de passer du suffrage direct. Dans le fait, dans l'Union soviétique, il y avait les votes. Est-ce que l'Union soviétique était démocratique? Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas le vote qui fait la démocratie, c'est là où... Non, mais ne confond pas avec la révolution. Ne parlez pas tous en même temps. Même la révolution française n'était pas Docteur Moubeke, l'oligarchie. s'il vous plaît, ne parlez pas tous en même temps. Professeur Ingo, ça, on ne peut pas dire ça. Moi, je suis vraiment, pour qu'on sorte de ce sujet-là, d'abord, la démocratie, c'est la Grèce antique. Oui. Et là-bas, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on ne voulait plus d'un chef ou bien d'un roi, qui étaient souvent des aristocrates, on avait établi une règle générale. Il y avait une urne qui était à la place publique. Vous pouvez passer à minuit, n'importe quelle heure, jeter là le nom de celui que vous ne vouliez plus. Que ce soit enseignant ou n'importe quoi. Les gens qui étaient indésirables, et tout le monde devait le faire. Et à la fin de l'année, on prend l'urne, on regarde le nom qui a le plus, et vous êtes banni de la société. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la démocratie directe. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Rien ne peut empêcher au fils d'un bourgeois de devenir socialiste. Tout à fait. Karl Marx n'était pas l'enfant d'un pauvre. Même Lénine. Mais il peut arriver. Même je ne peux pas dire Fidel que, Castro. Oui, même Fidel Castro. Il y a même une citation de... En tout cas, c'est un débat. Saddam qui dit on peut être démocrate à 40 ans, mais on ne peut pas être démocrate à 40 ans. Henriette, là, UPCiste, socialiste de son état, c'est pas une fille de pauvre. Oui, mais c'est pas ce que je dis. Non, J'ai dit qu'il y a eu plus... Attends, je dis qu'il y a eu plusieurs tendances. C'est votre pensée. Ce n'est pas la démocratie. Premièrement, je dis qu'il y a plusieurs tendances dans l'UPC. Donc, me dire aujourd'hui, même depuis l'originalité, depuis les fondations, me dire aujourd'hui qu'il y avait une pensée unique, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est Deuxième chose, j'ai dit que les dirigeants étaient de gauche. Oui, de gauche. On ne peut pas diminuer, c'est déjà de gauche. On pouvait avoir des points de vue sur la stratégie à mener, mais on avait un objectif. Oui, c'était tous de gauche. C'était même dans la gauche. Non, s'il vous plaît, c'est trop important. Vraiment, il ne faut pas nous faire croire qu'on peut être spéciste et être capitaliste. J'ai donné deux pensées, j'ai donné deux exemples. Et puis le panafricanisme. J'ai donné je peux donner encore. Je dis donc, il y a dans la démarche, tout c'était de gauche. On est d'accord. Ah bon, et la gauche est multiple. On va me dire que la gauche est unique. Oui. Ça, c'est la première chose. Oui. Et je dis qu'il y a une... ça c'est mon analyse. Hein. Oui. Il y a la gauche unique. On ne peut pas me dire qu'il y a la gauche unique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai. J'ai dit que, pour moi, si la conduite de l'UPC, même aujourd'hui, là, consiste à me dire que nous voulons être comme le Cuba. J'ai beaucoup de respect pour Cuba, mais je ne peux pas vivre au Cuba. Hein? Sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour Cuba, mais je ne peux pas vivre au Cuba. J'ai beaucoup de respect pour l'Algérie, mais je ne peux pas vivre en Algérie. Hein? Ça c'est mon... Moi, je suis nationaliste, mais je ne suis pas... En tout cas, ce débat-là, on va le poursuivre dans le cadre, parce que c'est quand même important de savoir le passage du suffrage censitaire au suffrage universel. Est-ce qu'on n'est pas en train de démocratiser justement? Parce que quand on dit suffrage censitaire, le sens, c'est de l'impôt. C'est une affaire de riches, de personnes nantis. Alors que lorsqu'on passe au suffrage universel, c'est plus démocratique. Et la Révolution française abolit le sens électoral. Très bien. Abolit le féodalisme. Mais installe l'oligarchie. Non, mais je voulais qu'on sorte de l'émission sur la question que nous avons évoquée tout à l'heure et qu'on ferme effectivement cette parenthèse. Là, c'était un rapport avec la crise anglophone qui, de votre point de vue, est un héritage de la réunification ratée entre griffes. C'est ça. Voilà. Alors, quelle était la pensée des leaders nationalistes? Quelle était leur conception de cette question de l'unité nationale? Est-ce que si on avait mis en pratique leur philosophie, leur vision de l'unité nationale, est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas évité cette crise anglophone? C'était la question pour qu'on sorte de l'émission. Je sais pas. Il faut que je commence. Allez-y, bon, moi, je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin. Mais je sais que la première chose, c'est que
j'ai dit que ceux qui ont eu le pouvoir politique en 60 n'ont jamais pensé, ni la réunification. Je vous donne un exemple. Tout à fait. Quand en 59, M. Fonti a fait la campagne pour la de janvier 59, il demande l'aide à Aïdjo, Aïdjo ne donne rien. Il est soutenu par M. Sopo Priso et Kemajou Daniel. Donc, Aïdjo ne croyait même pas. 59, janvier 59, vous pouvez regarder. Donc, ils ont eu à gérer un héritage qui ne leur appartient pas, sur lequel ils n'ont pas pensé. Et ils ont été des marionnettes de personnes d'une politique qui n'est pas partie globale. Et aujourd'hui, je vois que la crise, c'est ça. Parce que même en 72, on te dit que c'est parce qu'il y a eu le pétrole. Les Français ont dit, genre, si vous regardez l'unité nationale, on parle déjà du pétrole et l'Imbé. Donc, il faut fermer ça pour que tu le contrôles sur le pétrole. Parce que les anglophones sont récalcitrants. Voilà. Donc, ça veut dire donc que ce n'est pas une politique. Si nous avions eu peut-être une réunification qui est une politique pensée par nous, ou pour le mieux de nos intérêts, on ne serait pas arrivé là. On pourrait dire aux gens, bon, comme le pétrole est chez vous, on peut vous donner 10% ou 20%, on pouvait penser, on pouvait négocier, on pouvait. Comme toute ça vie se est fait une négociation. ailleurs. Comme on fait ailleurs, on peut dire, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, à cause de ceci, on fera ceci comme avantage, tel autre avantage. Moi, je pense que si ça avait été le cas, c'était différent. Alors, en fait, Ruben Nyobé dit la réunification avant l'indépendance. Oui. Et on voit bien qu'on a fait l'inverse. Est-ce qu'on peut faire le lien avec la crise actuelle? Parce que la France ne voulait pas du tout de réunification. Mais ça, il fallait absolument qu'on tienne compte de nos frères qui, eux, ne voulaient pas aller chez les Nigérians. Ils voulaient rester avec nous. Donc, on a réussi à faire la réunification. Sauf qu'après, pour gérer cette réunification, ça a été autre chose. D'ailleurs, le discours d'Aïdjo à l'Assemblée nationale pour annoncer la fin du fédéralisme, qu'est-ce qu'il a dit? Ça nous coûte très cher et ce n'est plus l'unité nationale. C'est ça qu'il va dire à l'Assemblée nationale pour justifier. Quelques semaines avant le référendum du 20 mai 1972. C'est ça, pour justifier le référendum. Professeur Ingamouyo, si l'on avait écouté ces leaders nationalistes, les nationalistes, on n'en serait pas là. Pour plusieurs points. On aurait eu une nation unie, c'est-à-dire en réunissant les deux parties du Cameroun, et peut-être même la troisième partie, parce qu'avec les nationalistes au pouvoir, même le problème de la troisième partie ne se poserait, celle qui est partie au Nigeria n'allait pas se poser, parce que le Cameroun était plus grand que ça. Mais les faits historiques sont là, on est obligé de s'y plier. Donc, si on avait fait la réunification avant l'indépendance, c'est un seul Cameroun qui serait indépendant. One Cameroun. Quand les nationalistes ont prononcé ce mot-là, ça avait une signification. Première chose. Même si on avait fait cette réunification, ensuite il fallait gérer. Parce qu'on a réuni quand même deux parties. C'est à ce moment-là que la France, comme je vous ai dit, les gens disent toujours, oui, je dis des choses, c'est pas la France de venir gérer. C'est vrai, la France a tiré la leçon de la défaite de Sedan, comme je vous ai dit au début. Ça veut dire qu'ils ont mis en place les conditions pour qu'il y ait une nation. Aujourd'hui en France, on ne parle plus de l'Alsace, on ne parle plus des Bretons, tout ça, de temps en temps, des velléités. Mais on devait se dire, l'unité, la réunification, l'unité nationale, ça suppose quoi? Et même on y reviendra tôt ou tard. Ça suppose l'égalité des chances. Ça suppose la planification des ressources et leur distribution pour que tout le monde puisse vivre dans de bonnes conditions. Ça suppose une répartition équitable du pouvoir. Mais ce n'est pas ça. Et c'est ça qui a amené la guerre. Même si aujourd'hui il y a des travers, au début, c'était ça. C'était parce que c'était, non, en plus de l'indifférence aux problèmes de société. Il faut résoudre les problèmes de société d'abord. Quand les avocats se sont plaints, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont eu le common. Non. Ça veut dire qu'il fallait mettre sur la table tous les problèmes qui se posent, les problèmes politiques et économiques, surtout ceux-là. Et culturels. Et culturels. Et vous allez tout de suite vous rendre que ça va à l'encontre du néocolonialisme.
C'est ça le fond du problème. Dans une autre situation, le problème serait déjà réglé. Mais il y a des intérêts qui sont au-dessus de nous, du moyen au-dessus des Camerounais. Et il y a des gens qui tirent les ficelles pour que ça reste comme ça. Il faut que les gens se disent la vérité. Quand il parlait de problèmes culturels, mais même sur le plan culturel, si vous ne prenez que le Cameroun, que la partie du Cameroun de ce côté, mais ça va à la dérive. Une autre partie du Cameroun peut se dire, nous on ne veut pas de ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on sache où on va avec notre école, où on va avec nos universités, où on va avec notre économie. Oui, rapidement. La France a mis le pied sur notre affaire là, avec le pétrole. Et la France, à la veille de l'exploitation pétrolière, ne voulait pas que le fédéralisme reste en place. Deuxièmement, il était prévu que quand il y a vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, à l'époque Estimouna. Qu'est-ce qui va se passer? Le président de la République va changer la Constitution pour faire du dauphin le Premier ministre. C'est-à-dire que les anglophones sentent déjà que, mais en fait, on est exclu. Si on est président de l'Assemblée et qu'on est appelé à succéder au président en cas de vacances et qu'il change la Constitution pour mettre donc un système où le Premier ministre aujourd'hui devient le dauphin constitutionnel, ça veut dire que les francophones, les anglophones sont éliminés. Et c'était la volonté de la France. Dernière chose, rapidement, quand la France se rend compte que Froundi a fait un score exceptionnel, qu'est-ce que la France dit? À l'élection de 92. À l'élection de 92. L'Union pour le changement. Mitterrand dit, un président anglo-saxon au Cameroun, jamais. Faites la répression, faites tout ce que vous voulez, je suis derrière vous. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, docteur Mouveke, on revient en regardant tous ces mots qui vivent notre pays aujourd'hui, toutes ces crises-là, qu'en réalité, il y a une origine, c'est qu'au moment de penser l'État indépendant, on n'a pas mis en place des bases solides, on a construit un État néocolonial. Oui, ça c'est le postulat. Oui. Mais même à l'intérieur d'un État néocolonial, on aurait pu éviter ce qui est arrivé. Et je pense que le professeur a été très clair tout à l'heure, en posant sur la table la question de la justice sociale. Vous savez, lorsque vous êtes en société, ce qui vous permet d'obéir aux lois, ce n'est pas tant la contrainte que vous allez subir que la justice, les institutions. Lorsque le pauvre n'est pas sûr que son enfant peut entrer à l'EMIA, que ton enfant, parce qu'il a fait les études, il peut entrer à l'ENAM, qu'on entre par cooptation. Parce que le concours, c'est quoi? C'est la démocratisation de la fonction publique. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça pose un problème fondamental, problème de justice sociale. À côté de ce problème de justice sociale, c'était juste un exemple. On peut aussi prendre l'extrême centralisation de l'État. Oui. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, on ne peut pas, en 2021, gouverner les gens comme on gouvernait les gens en 1950. Ouais. Nous ne sommes plus dans les sociétés de gouvernement. Nous sommes dans les sociétés où on gouvernait les gens en recherchant le consensus. Le consensus, pourquoi? Parce qu'il y a une pluralité d'ordres, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait désordre. Et quand il y a désordre, il faut se concerter et discuter d'homme à homme. Mais nous sommes restés enfermés dans, c'est-à-dire, le moule jacobin du pouvoir. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Même quand on dit... C'est dépassé même, c'est un moule très ancien. En fait, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Et quand on dit même, il faut aller vers la décentralisation. Vous vous rendez compte que même cette décentralisation, elle n'existe pas. C'est-à-dire, les maires se sentent, pour ne prendre que le cas des maires, dépossédés à la fois démunis du pouvoir et des ressources. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le point, si on ne fait pas attention, ce qu'on vit dans les autres régions anglophones, ça peut arriver n'importe où. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a un problème politique de fond. C'est-à-dire le problème de l'extrême centralisation. Et on ne peut pas résoudre un problème politique à travers la violence, à travers les armes. C'est la répartition équitable. Les gens ont eu raison de la répartition équitable des... Oui. La solution, c'est il faut
C'est-à-dire le consensus, chercher le consensus et gouverner sur tous les problèmes de la nation, il faut le consensus. Pour ça, tu en sort de l'émission. Oui, mais je voulais sortir en disant qu'il faut aussi penser. C'est-à-dire que l'absence de pensée crée le monstre. Il nous faut penser notre espace politique. Comment vivre aujourd'hui au Cameroun, un pays qui nous appartient, une économie qui soit la nôtre, un système politique qui soit harmonie. C'est-à-dire sortir de l'état néocolonial. Sortir du libéralisme sauvage. Il faut penser ensemble, négocier ensemble. On négocie partout. On apprend à négocier ensemble et à discuter ensemble, à dialoguer ensemble. J'ai lu quelque chose qui m'a rendu fou. Quelqu'un dit que non, le pouvoir n'a pas besoin un journaliste n'a pas besoin de dialogue parce qu'eux, ils ont le pouvoir. Non! Partout, on dialogue. C'est ça la gouvernance. C'est des analphabètes politiques. Quand on parle de gouvernance, c'est ça la gouvernance. L'avenir, en réalité. C'est-à-dire le consensus, comment dire, la gouvernance réside même dans les processus. Ça, c'est une même lorsqu'on veut prendre, on veut voter une loi. C'est l'arrogance politique. C'est pour ça que notre système n'est pas un système jacobin, c'est un système de Hitler et de Mussolini. On faudrait que c'est un peu. C'est le nazisme. Le Cameroun nous appartient à nous. Messieurs, on retient donc pour sortir le consensus, le dialogue, la justice sociale. La penser ensemble. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci madame Henriette Deco. Merci infiniment d'être venue sur le plateau de Centre Débat. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste historienne. Merci. Et j'aime toujours préciser, vous êtes pris du courage féminin en 2011. Je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Merci également à vous, professeur Emmanuel Tutua, d'être venu. Merci. Historien, spécialiste d'histoire politique, du Cameroun. Merci également à vous, docteur Philémon Moubeke. Merci. Et bon retour à Afrique Avenir. Merci également à vous d'être venu, professeur Yimgem Moyo. Et bon retour à Yaoundé. Je serai toujours là quand vous me ferez signe. Voilà, merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237, le débat. Je voudrais, pour poursuivre le débat et la réflexion sur cette thématique que nous avons abordée aujourd'hui, je vous conseille un certain nombre d'ouvrages que nous avons parcourus pour préparer cette émission. Il y a donc cet ouvrage... Quand les anciens nous parlent, un ouvrage du prince, sous la direction du prince Koumadou Bétroua, il a donné la parole à un vieux de la vieille, un vieux briscard de la politique, ou bien si vous voulez, camerounaise, qui raconte un certain nombre de choses, qui fait des anecdotes intéressantes sur l'histoire du Cameroun. Il y a également cet autre ouvrage de Victor Kanga, Victime du devoir. Victor Kanga, vous le savez, a été ministre. C'est un économiste et ministre de l'information. Des finances aussi. Voilà. Donc Victor Kanga, Victime du devoir, un ouvrage que je vous conseille personnellement. Et qui l'a écrit? Et qui écrit, c'est aux éditions Corridor. Voilà, la tragédie d'un homme qui croyait à l'indépendance. Oui. Victor Kanga. C'est qui l'auteur? C'est Victor Kanga. Victor Kanga. Ah, lui-même. Hein. Kanga. Voilà. Oui. Et pour sortir cet ouvrage du professeur Samin Bongo, que vous connaissez très bien, il était un UPCiste dans l'âme aussi. Il était parmi les formateurs de l'UPC. Il a été doyen aussi de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala. C'est un philosophe. Il a écrit cet ouvrage, Hommage au patriotisme héroïque camerounais. Un ouvrage préfacé par Mboua Massok, avec une postface de Mathias, du professeur Mathias Eric Onangini. Donc, hommage au patriotisme héroïque camerounais, 1914-2014, du professeur Samin Bongo. Voilà donc les ouvrages que nous vous proposons pour poursuivre la réflexion sur cette thématique que nous avons abordée aujourd'hui. Merci, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée chez vous.